On commence avec les électrodes frontales. Une électrode au poignet gauche qui accueillera le câble jaune. Une électrode au poignet droit qui accueillera le câble rouge. Une électrode au pied gauche qui accueillera le câble vert. Une électrode au pied droit qui accueillera le câble noir. On poursuit ensuite avec les électrodes précordiales. On recherche par palpation l'angle de l'ouïe, c'est l'angle sternal. Cet angle sternal est en regard de la deuxième côte, donc juste en dessous c'est le deuxième espace intercostal. De là on trouve le troisième puis le quatrième espace intercostal. C'est là qu'on place l'électrode V2. En parasternal droit au même niveau, on applique V1. Ensuite, on recherche le cinquième espace intercostal. V4 se trouve alors sur la ligne médio-claviculaire. V3 se place pile entre V2 et V4. V5 et V6 se placent dans le prolongement horizontal de V4. V5 au niveau de la ligne axillaire antérieure et V6 au niveau de la ligne axillaire moyenne. Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va voir comment déterminer l'axe électrique du cœur à partir d'un ECG. Pour ça je vous propose une méthode simple que j'utilise tous les jours, c'est la méthode D1-AVF et je vous montrerai une petite astuce qui peut parfois permettre d'aller encore plus vite. Alors voilà notre ECG exemple. Donc quand vous avez un ECG devant vous, pour déterminer l'axe électrique du cœur, il faut s'intéresser aux dérivations D1 et AVF. Il y a d'autres méthodes bien sûr, mais celle-là est, je pense, la plus simple, la plus exacte et la plus intuitive. Donc d'abord on va déterminer l'amplitude nette du QRS en D1, c'est-à-dire la somme algébrique des déflexions positives et négatives. Donc dans notre cas, on voit que ça fait 6,5 mm en positif, auquel on retranche 1 mm en négatif, soit une amplitude nette de plus 5,5 mm. Ensuite, on va faire de même en AVF, et on voit en fait à vue d'œil que notre complexe RS est quasi isodiphasique, c'est-à-dire que les ondes R et S sont quasiment égales. En regardant de plus près, on voit que c'est effectivement presque le cas, mais que la déflexion positive vaut plutôt dans les 4,6 ou 4,7 mm et que la déflexion négative vaut plutôt 4,3 ou 4,4 mm. Donc disons une amplitude nette de plus 0,3 mm. Donc ce sont ces deux chiffres qui sont importants pour la suite, 5,5 en D1 et 0,3 en AVF. Et on va reporter ces valeurs sur l'hexaaxe de Bailey qui regroupe, je le rappelle, les dérivations frontales. Donc en D1, D1 pour rappel c'est le 0 degré. On reporte l'amplitude plus 5,5. En AVF on fait de même, AVF c'est le 90 degrés. F, ça veut dire foot. Donc on reporte l'amplitude plus 0,3. Et on fait ensuite la somme vectorielle des deux. Et on obtient à peu près, ça doit faire 3 degrés. Puisque de visu, on peut dire qu'il faudrait à peu près 10 arcs comme le nôtre pour arriver aux 30 degrés. On peut comparer avec ce que nous dit la machine. Elle nous dit 3 degrés également, donc vous voyez qu'on a bien travaillé. Alors j'ai pas pris cet exemple par hasard, c'est pour vous montrer que quand dans une dérivation on a un complexe isodiphasique, l'axe électrique est perpendiculaire à cette dérivation. Ici c'était isodiphasique en AVF, et immédiatement vous savez donc que votre axe électrique sera perpendiculaire à AVF. Donc ici ça sera soit en 0 degré, soit en 180 degrés.
mais vous pouvez affirmer que c'est en 0 degré, puisque le QRS est positif en D1. Donc ici, vous voyez que ça marche bien, puisque en trouvant D1, on est très proche de la valeur exacte de 3 degrés. Entre 0 et 3 degrés, il n'y a pas de différence significative. Alors bonjour à tous, je voulais partager avec vous l'explication de l'aspect des QRS dans les dérivations précordiales à l'ECG, donc de V1 à V6. Et vous verrez qu'en comprenant bien cette notion, c'est beaucoup plus facile après de raisonner sur la pathologie. Donc j'ai représenté ici le thorax en coupe transversale avec les électrodes précordiales V1 à V6. Pour le placement de ces électrodes, je vous renvoie à la vidéo précédente. Alors un point important à savoir, je pense que vous le savez, mais ça va mieux en le rappelant, c'est la règle fondamentale du tracé en ECG. Quand un vecteur de dépolarisation se dirige vers l'électrode de recueil, on enregistre une déflexion positive. Et à l'inverse, lorsque le vecteur de dépolarisation fuit l'électrode de recueil, on observe une déflexion négative vers le bas. Alors deuxième point préliminaire, c'est que par commodité, la dépolarisation ventriculaire du cœur peut se décomposer en deux vecteurs successifs. Le premier, c'est le plus petit vecteur que j'ai représenté en bleu, c'est la dépolarisation septale, donc du septum interventriculaire, qui est dirigé vers l'avant et vers la droite. Et le second vecteur de dépolarisation, c'est celui que j'ai représenté en rouge, c'est la dépolarisation des ventricules proprement dit, qui est dirigée cette fois vers l'arrière et vers la gauche, vers la gauche tout simplement, parce que le ventricule gauche étant beaucoup plus musclé que le droit, la résultante des deux phénomènes, droit et gauche, tend largement vers la gauche. Et enfin, le troisième point à connaître avant de commencer vraiment, c'est la nomenclature des complexes QRS. Donc je rappelle que la lettre Q désigne la première déflexion négative du complexe, par exemple ici. L'onde R, c'est la première déflexion positive du complexe, par exemple ici ou ici. L'onde S, c'est la déflexion négative qui fait suite à l'onde R, par exemple ici, ou encore ici, en beaucoup plus petit, en fin de complexe après l'onde R. Et concernant l'écriture en majuscule ou en minuscule, vous voyez que j'ai mis des minuscules et majuscules. En fait, en minuscule, ce sont des déflexions de moins de 5 mm d'amplitude, et les majuscules, ce sont des déflexions de plus de 5 mm d'amplitude. Alors maintenant, en regardant ces profils de V1 à V6, on peut distinguer trois types de profils. V1 et V2, ce sont des profils qu'on appelle RS, R minuscule, S majuscule. Pourquoi? Parce que le vecteur numéro 1, le vecteur bleu, vient vers V1 et V2, donc on enregistre une petite partie positive, petite parce que électriquement ça ne représente pas grand chose en intensité, et S majuscule, grand S, parce que le vecteur 2 de grande amplitude tourne le dos à V1, V2, donc déflexion négative. Alors le deuxième profil, c'est celui de V3, donc un aspect grand R, grand S, qu'on dit isodiphasique ou équiphasique, c'est-à-dire en fait une égale importance pour la déflexion positive et la déflexion négative. C'est ce qu'on rencontre effectivement quand le vecteur est perpendiculaire à l'électrode. Donc ici le vecteur 1 n'a pas d'influence parce que le R minuscule qu'il pourrait induire est totalement masqué, noyé dans l'effet beaucoup plus grand du vecteur 2. Donc on appelle ça la zone de transition, parce que c'est l'électrode à partir de laquelle grand R devient plus grand que S, au-delà de V3, donc V4, V5, V6. On dépasse cet état de perpendicularité pour être en regard du vecteur 2. Donc retenez que la zone de transition, finalement, c'est l'électrode équiphasique.
Et effectivement, vous voyez que cette caractéristique grand R supérieur à grand S est ici nettement acquise en V4. C'est normal, hein, la zone de transition, elle est classiquement entre V3 et V4. Et donc vous l'aurez compris, cette onde R est maximale souvent en V5 ou V6, là où elle est le plus en face du vecteur 2 de grande amplitude, et l'onde petite s est très minoritaire. Donc en V5, V6, on note grand R petit s, ou parfois petit q grand R petit s. Pourquoi? Parce qu'en V6, le vecteur 1 fuit franchement V6. Donc si ça fuit l'électrode, hein, comme on l'a dit, ça donne une déflexion négative. Voilà, je vous remercie, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur le CG. À bientôt. Alors bonjour à tous, on va voir ensemble les dérivations frontales à l'ECG, en commençant tout de suite avec l'une des notions importantes, la théorie d'Einthoven. Théorie d'Einthoven, c'est une théorie qui dit que le cœur se trouve au centre d'un triangle équilatéral formé par trois électrodes de recueil appliquées au poignet droit, au poignet gauche et à la jambe ou à la cheville gauche. Alors je vous ai mis ce petit schéma en haut à droite pour vous montrer que pour que ce soit équilatéral, les bras doivent être écartés. Hein, j'y reviendrai dans la diapo suivante. Alors on parle de dérivation bipolaire pour désigner D1, D2, D3 parce qu'elles enregistrent une différence de potentiel entre un pôle plus et un pôle moins. Donc D1 c'est la différence de potentiel entre le poignet gauche et le poignet droit. D2 c'est la différence de potentiel entre la cheville gauche et le poignet droit. Et D3 c'est la différence de potentiel entre la cheville gauche et le poignet gauche. Et de ces relations, on en tire l'équation d'Einthoven, qui s'écrit D2 égale D1 plus D3. Alors cette équation, en fait, elle sert à la machine ECG pour calculer l'ensemble des dérivations frontales à partir de deux dérivations seulement. Hein, l'idée, c'est que D1 et D2, par exemple, vont suffire à exprimer mathématiquement toutes les autres. Hein, donc D3, AVR, AVF, AVL. Donc j'expliquerai après hein, en détail ce que c'est que AVR, AVF, AVL. Mais donc seulement avec les deux valeurs de D1 et D2, on arrive à restituer tout le reste par déduction. Je vous donne un exemple. La dérivation AVR, sa formule c'est VR moins, ouvrez la parenthèse, VL plus VF, fermez la parenthèse, divisé par 2. Eh bien, avec les égalités écrites ici, on peut transformer ce AVR en moins D1 sur 2 moins D2 sur 2. Hein, ça se démontre facilement hein, si vous voulez faire le calcul chez vous. D3 c'est simple, hein, ça sera D2 moins D1. AVL, on pourra aussi l'exprimer uniquement en fonction de D1 et D2. AVF aussi. Donc on a bien accès à l'ensemble des dérivations à partir des deux valeurs D1 et D2. Donc voilà, je ferme la parenthèse. C'est simplement pour vous dire à quoi sert en pratique cette équation d'Einthoven. Donc je pense que vous connaissez le moyen mnémotechnique hein, pour se souvenir du placement des électrodes frontales. Hein. À droite, c'est le sang sur le bitume, rouge sur noir. Et à gauche, c'est donc le soleil sur la prairie, hein, jaune sur vert. L'électrode noire hein, à la cheville droite, c'est une mise à la terre. Hein. Vous savez que le potentiel du corps humain n'est pas tout à fait égal à 0. Et cette électrode va donc servir de référence hein, qui spécifie à la machine que la surface du corps est à un potentiel V égale 0, hein, afin de diminuer le bruit de fond électrique d'origine non cardiaque. Alors pour l'acquisition, en fait dans 95% des livres, on vous met une belle image avec un patient en position anatomique, sans vous dire qu'il faut écarter les bras. Donc si vous ne faites pas écarter les bras,
Déjà, c'est plus un triangle équilatéral, donc ça fausse les calculs basés sur l'équation d'Einthoven. Et puis surtout, le centre du triangle, il ne sera pas au bon endroit, hein. Au lieu d'être au niveau du cœur, il sera bien plus bas, hein, et il sera peut-être au niveau des organes génitaux. Donc voilà, deux raisons de faire écarter les bras au moment de l'acquisition de l'ECG. Alors ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que ces électrodes frontales, poignet droit, poignet gauche, cheville gauche et électrode noire de référence, il faut prendre l'habitude de les placer en premier avant les électrodes précordiales. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans une situation d'urgence, le fait d'avoir les dérivations frontales opérationnelles, ça vous donne déjà le rythme cardiaque. Parce qu'on va le voir, les précordiales dépendent elles-mêmes du triangle d'Einthoven. Donc si vous mettez les précordiales avant, vous ne pourrez rien exploiter lors des premiers positionnements. Alors, autre notion importante à connaître, c'est le terminal central de Wilson, Wilson Central Terminal, WCT, qui est obtenu en fait en joignant les dérivations frontales entre elles avec des résistances de 5000 ohms. On obtient ainsi une sorte d'électrode indifférente, moyenne des trois, qui se comporte comme une électrode de potentiel zéro, coïncidant anatomiquement avec le cœur, hein, au centre du triangle. Donc ce qui explique que lorsqu'on lui attache n'importe quelle autre électrode à ce point central du triangle, on obtient une dérivation unipolaire. En fait, c'est un abus de langage, hein. Il y a toujours bien évidemment deux électrodes pour faire la mesure, mais comme il n'y a pas de pôle moins, hein, il y a un pôle 0, et qu'à l'autre extrémité il y a un pôle plus, on dit entre guillemets qu'on a un seul pôle, le 0 donc jouant le rôle de pôle moins si vous voulez. Donc c'est un terminal 0. C'est ça le terminal central de Wilson. Central, ça signifie centre du triangle de Einthoven de potentiel nul. Et donc en quoi il est très important ce WCT? C'est qu'à partir de lui, on peut créer quelque chose de nouveau par rapport aux dérivations D1, D2, D3. On peut créer d'une part des dérivations frontales unipolaires qu'on appelle AVR, AVF, AVL, ce dont je vous parlais tout à l'heure et que je vous avais promis de définir. Et d'autre part des dérivations précordiales unipolaires que vous connaissez bien déjà puisque on les a vues la dernière fois, hein. Ce sont les dérivations V1 à V6. Donc bien comprendre que les dérivations unipolaires, ce sont toutes celles autres que D1, D2, D3. Et si on veut être totalement rigoureux, les AVR, AVF, AVL, elles sont en fait modifiées. Et donc V1 à V6, ce sont en fait les seuls véritables unipolaires. Alors, AVR, AVF, AVL, en fait dire que leur point de référence c'est le Wilson Central Terminal. Dans l'idée, schématiquement, c'est vrai, mais pour les puristes, c'est pas tout à fait exact. Puisque ce qui a été fait par la suite, en fait, c'est que pour des raisons pratiques, on a eu la volonté d'augmenter le signal des unipolaires frontales, parce que le signal était trop faible. Donc on n'était pas assez sensible. Et comme l'a montré un monsieur qui s'appelait Goldberger, il est possible pour l'électrode qui participe à la mesure, donc soit de AVR, de AVF ou de AVL, la déconnecter du WCT et faire simplement la moyenne des deux autres. Et effectivement, en faisant par exemple AVR égale VR moins, ouvrez la parenthèse, VL plus VF, fermez la parenthèse, divisé par 2,
Donc cette égalité, on a le droit de l'écrire aussi VR moins, entre parenthèses, VR plus VL plus VF sur 2, plus VR sur 2. J'ai juste fait moins VR sur 2 plus VR sur 2. Voilà, donc c'est comme si j'avais rien fait. Donc j'ai le droit de l'écrire. Et VR plus VL plus VF, ça fait 0. Hein. C'est le WCT. Donc en fait, on a AVR égale VR plus VR sur 2. Donc ça fait 3 demi de VR. Donc ça revient à augmenter de 50% le signal. Hein. Et en fait, c'est de là que vient le petit A. Hein. Le A, ça veut dire augmented. AV, c'est augmented voltage. Et puis, vous avez la lettre après. Hein. Donc R, L ou F. Right, left. F, c'est foot. Le pied. La cheville, en fait. Hein. Alors, on va voir l'onde T hein, sur le tracé ECG. On va voir sa genèse, ses caractéristiques. Et je vous expliquerai quelques variantes physiologiques et deux situations pathologiques ischémiques en particulier. Alors voici un schéma du ventriculogramme tel qu'on peut l'observer en D2 par exemple, hein, avec un axe électrique cardiaque classique type 50 degrés, hein, donnant un aspect grand R petit s. Alors pour bien comprendre ce schéma, hein, il faut bien se rappeler que l'activité électrique enregistrée par le CG, eh bien, elle provient des courants extracellulaires liés à la propagation des fronts de dépolarisation d'abord et de repolarisation ensuite. Hein, donc extracellulaire, ça veut bien dire que quand on fait figurer des signes plus ou moins sur un schéma comme celui-ci, c'est bien à l'extérieur des cellules que ça renvoie. Hein. Donc vous avez sûrement tous appris en biologie cellulaire qu'un potentiel de repos d'une cellule c'est moins quelque chose, moins 70 millivolts classiquement, et que quand ça se dépolarise, ça devient plus quelque chose, hein, plus 30 millivolts par exemple. Hein, ces chiffres, ce sont les chiffres intracellulaires. Donc du tissu dépolarisé, si vous regardez ça de l'extérieur, entre guillemets, ça sera négatif. Hein. Positif dedans, négatif dehors. Alors je vous avais déjà dit dans une vidéo précédente que les vecteurs représentant un dipôle électrique, eh bien, ils sont orientés du pôle négatif vers le pôle positif. Donc ça explique effectivement que la dépolarisation ventriculaire, par l'entrée massive de sodium, qui démarre à l'endocarde, va créer un ensemble de vecteurs élémentaires, centrifuges, pointant vers les électrodes de recueil, hein, posées sur le thorax. Donc le signal enregistré pour la dépolarisation sera bien positif. Hein, je vous rappelle que quand une onde se dirige vers l'électrode de recueil, la déflexion est positive. Alors on pourrait imaginer intuitivement que l'endocarde se dépolarisant en premier, il serait aussi le premier à se repolariser. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on aurait comme déflexion pour l'onde T? On aurait une onde T négative, puisqu'on aurait une parcelle de tissu qui d'abord dans l'endocarde redevient plus à l'extérieur, hein, état d'une cellule repos négatif à l'intérieur, positif à l'extérieur, et de l'autre côté du front de repolarisation, ça serait toujours du moins à l'extérieur, hein, du dépolarisé. Donc dans quel sens serait le vecteur résultant? Eh bien, il fuirait l'électrode. Hein. L'onde T serait négative. Alors vous voyez qu'ici, hein, et la représentation classique qu'on a tous dans notre esprit de l'onde T, c'est quelque chose de positif, hein, en particulier ici en D2. Alors pourquoi? Eh bien parce que si la dépolarisation ventriculaire
se fait de l'endocarde à l'épicarde, eh bien, la repolarisation, elle, se fait en sens inverse, c'est-à-dire de l'épicarde vers l'endocarde. Et donc, du coup, les vecteurs électriques élémentaires pointent vers l'électrode de recueil et on a quelque chose de positif, une déflexion positive. Donc voilà pourquoi l'onde T est une déflexion positive. Alors, une autre façon de se représenter plus en détail ce qu'on vient de dire, c'est celle-ci. Donc toujours à l'appui d'un ventriculogramme tel qu'on pourrait l'observer en D2 ou en V6 par exemple. Alors en fait, ce ventriculogramme peut être vu comme la somme algébrique de deux ondes de sens inverse issues des couches endocardiques, en haut, sur le schéma, et épicardiques, en bas, sur le schéma. Donc cette genèse du tracé ventriculaire, elle repose entièrement sur ça, en fait. C'est que ces deux ondes issues des deux couches différentes ne se produisent pas en même temps. Il y a un délai des deux couches pour accomplir les mêmes phénomènes. C'est ça qui crée un tracé. Si on raisonnait par l'absurde, si les cellules cardiaques des deux couches se dépolarisaient et se repolarisaient exactement simultanément, on n'aurait rien. Le CG serait plat. Alors ce qu'on observe, c'est que l'endocarde se dépolarise en premier et qu'il achève sa dépolarisation avant même que l'épicarde n'ait commencé la sienne. Donc la marche de la déflexion positive n'est en rien entravée, n'est en rien lissée par un phénomène algébriquement antagoniste, d'où cette onde R de pente raide de grande intensité. Alors ensuite, vous voyez qu'on entre dans la phase décroissante de l'onde R, tout aussi abrupte. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est au tour de l'épicarde de se dépolariser. Donc algébriquement, l'effet est contraire. Donc au terme de la dépolarisation de l'épicarde, il y a match nul, si vous voulez. Le tracé revient à la ligne isoélectrique. Alors ensuite, sans qu'on puisse donner une date précise au phénomène, on voit que c'est l'épicarde qui se repolarise en premier. On voit qu'il fait la course en tête dans la repolarisation, mais il est suivi de près par l'endocarde. Et c'est ça finalement qui crée cette onde T positive, après le QRS positif. Vous voyez qu'une onde T normale comme celle-ci, dans sa première partie, elle est vraiment lissée. Et en fait, c'est parce que les deux tissus se marquent à la culotte, entre guillemets. L'endocarde part en deuxième, mais il est sur les talons de l'épicarde en ce qui concerne la repolarisation. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'une onde T normale, on a énormément de mal à désigner un début précis et solennel. Quand on arrive à bien distinguer le début d'une onde T, c'est pas normal. Vous verrez que ce sera un critère d'ailleurs en pathologie. Donc on a un dôme juste au moment où l'épicarde a achevé sa repolarisation. Il n'aura plus de poids algébrique. Et que l'endocarde, lui, finit son phénomène et a tout loisir d'exprimer son impact algébrique négativant de repolarisation tout seul. Donc la pente est plus raide sur la fin. Alors après avoir vu la genèse de l'onde T normale,
Voyons maintenant quelques exemples pathologiques, notamment ischémiques. Alors l'ischémie sous-endocardique tout d'abord, c'est une entité qu'on peut notamment observer dans les premières minutes d'un infarctus du myocarde, donc en phase hyper aiguë, hein, très précoce. C'est le premier signe ECG de l'infarctus du myocarde à apparaître. On n'est pas encore dans un courant de lésion, hein, il n'y a pas de décalage du segment ST. Hein, vous savez que en cas d'ischémie myocardique, c'est justement ce sous-endocarde qui est la couche la plus vulnérable. Plus vulnérable déjà par rapport à l'endocarde tout court, hein, parce que l'endocarde, lui, il peut extraire ses besoins métaboliques directement depuis le sang intraventriculaire, hein, à son contact, et plus vulnérable par rapport à l'épicarde, parce qu'en effet, plus on descend de l'épicarde vers l'endocarde, plus les artérioles sont écrasées en systole. Donc il y a une sorte d'hypoperfusion systolique physiologique de l'endocarde. Hein, et ça, évidemment, ce fait de ne pas être perfusé une partie du cycle cardiaque, ça le rend évidemment vulnérable. Eh bien, en cas donc d'ischémie sous-endocardique, vous allez avoir un retard de repolarisation de cette couche, hein, de cette couche sous-endocardique, ce qui va avoir tendance à positiver davantage l'onde-T. Hein, c'est en fait une exagération du phénomène normal, hein, où le sous-endocarde, l'endocarde, se repolarise déjà après l'épicarde, avec un certain retard. Donc ça donne une onde T positive, ample et symétrique. Hein, donc la première partie de l'onde T n'est plus lissée, n'est plus progressive. On peut en dater formellement le début. Hein, et ça, c'est pas normal. Hein, de pouvoir dater le début d'une onde T, c'est pas normal. Alors là, c'est le ventriculogramme d'une dérivation D2. Hein, donc ça pourrait être une ischémie sous-endocardique dans le territoire inférieur, et on verrait également un tel profil en D3 et AVF. Alors voilà un exemple d'ischémie sous-endocardique de V2 à V5. Alors je vous ai dit que une onde T positive d'ischémie sous-endocardique, c'était un signe donc hyper précoce, hein, d'infarctus du myocarde, tellement précoce qu'en réalité, au moment où sont vus les malades, il y a souvent déjà une autre anomalie présente, c'est le fameux sudécalage ST, qui englobe justement cette onde T pointue et symétrique, formant une large courbe convexe vers le haut, hein, qu'on appelle l'onde de Pardy. Hein, c'est un terme important à connaître. Donc le tout évidemment dans au moins deux dérivations adjacentes, hein, donc systématisé à un territoire coronaire. Hein, donc voilà, hein, ces ondes T amples, positives, symétriques, d'origine ischémique. Ça intéresse plutôt les temps précoces de l'infarctus du myocarde, dès les premières minutes et durant les premières heures. Donc voilà ce qui correspond à l'encadré rouge ici. Et je vous invite à garder ce schéma en tête, parce qu'on va s'en resservir pour illustrer les ondes T inversées. Et là, on évoquera effectivement les temps plus tardifs de l'infarctus du myocarde. Alors, après l'ischémie sous-endocardique, on continue avec un autre exemple d'anomalie de l'onde T d'origine ischémique, l'ischémie sous-épicardique. Alors c'est un terme qu'on rencontre souvent, hein, dans les livres.
Mais il faut savoir qu'en pratique, l'ischémie sous-épicardique exclusive n'existe pas, hein. L'ischémie est d'abord sous-endocardique avant de devenir aussi sous-épicardique. Hein, dans ce cas, on dit transmurale, hein, parce que l'intégralité de la paroi myocardique est touchée. Hein, donc sous-épicardique tout seul, ça peut exister en expérimental, mais pas en pratique clinique, hein. En pratique, c'est transmural. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence une ischémie transmurale, donc de toute la paroi myocardique? Eh bien, ça va entraîner un retard de repolarisation des deux couches du myocarde, mais en fait plus franc pour la couche sous-épicardique, qui va perdre sa capacité à se repolariser avant la couche sous-endocardique, hein, comme ça se fait en physiologie. Donc on a une onde T négative, ample, symétrique, hein, puisque cette fois c'est l'endocarde qui se repolarise avant, hein, et qui pèse de tout son poids négativant pour donner quelque chose de négatif. Et donc la repolarisation de l'épicarde vient après pour faire remonter cette onde T inversée. Alors c'est bien beau de parler d'onde T inversée justement, mais encore faut-il bien définir ce terme. Alors onde T inversée, en fait ça veut dire une déflexion de l'onde T dans la direction opposée au QRS qui précède. Hein, donc c'est une onde T en discordance par rapport à son QRS. Hein, donc attention, hein, onde T inversée, c'est pas synonyme d'onde T négative, hein, comme pourrait le suggérer le terme inversé. Donc on l'a déjà dit, hein, les ondes T sont de même signe que les QRS qui les précèdent. Donc T positive si QRS positif, et T négative si QRS négatif. Donc ce qui fait dire que les ondes T sont en général positives dans toutes les dérivations, excepté en AVR. On comprend pourquoi, hein, en AVR, toute l'activité électrique fuit l'électrode, donc on n'est pas surpris, hein, tout est négatif, aussi bien P que QRS et que l'onde T. Et autre exception, c'est en V1 et parfois en V2, où là aussi ça se comprend, hein, elles vont possiblement être négatives de façon normale, en association avec leur QRS négatif qui les précède. Comme ici, en AVR, voilà, et en V1 et V2. Alors, autre remarque, hein, il est bien évident qu'il faut prendre en compte la valeur de l'axe électrique. Hein, si l'axe électrique du cœur est proche de 0, hein, un cœur horizontal, il n'est pas surprenant d'avoir une onde T négative en D3, comme le sera le QRS, hein, d'ailleurs. Hein, D3, je vous rappelle, c'est 120 degrés. De la même manière, si le cœur est plutôt vertical, un axe proche de 90 degrés, il ne sera pas surprenant d'avoir une onde T négative en AVL. Hein, là encore, comme le QRS, hein, AVL c'est moins de 30 degrés. Alors retenez peut-être ces ordres de grandeur, que la négativité en V1, ça représente à peu près 20% des adultes. Donc il y a quand même 80% qui ont une onde T positive en V1. Hein, donc 80% qui ont une discordance physiologique. Et en V2, c'est 95% des adultes qui auront leur onde T positive. Hein, donc là, vous voyez, c'est 95% des gens qui ont une discordance en V2. Alors chez l'enfant, c'est différent. Les ondes T sont quasiment toujours négatives en V1, parfois en V2, et des fois même jusqu'en V4, et cela jusqu'à à peu près 12 ans. Hein, l'âge auquel l'onde T devient positive en V2, V3 varie entre 5 et 15 ans à peu près. Donc on peut reformuler tout ça en disant finalement que le signe de l'onde T doit concorder avec celui du QRS qui précède, sauf en V1 ou V2,
où le QRS négatif peut très bien être suivi d'une onde T positive. Donc V1, V2, c'est une zone où la discordance n'est pas anormale. Et par contre, dans les dérivations gauche V3 à V6, l'onde T doit être positive. Là, la discordance doit toujours interroger. Hein. Et concernant V1 et V2, hein, ce qui doit mettre la puce à l'oreille, par contre, c'est quand vous avez des ondes T négatives en V1, V2, alors qu'elles étaient positives sur un ECG antérieur. Hein, là, c'est pas normal. Hein. Voilà, donc ça, c'est typiquement un tracé qu'on peut voir chez l'enfant. Vous voyez que l'onde T est négative en V1, V2, V3. C'est physiologique. Hein. Vous voyez que les ondes T sont asymétriques et peu profondes, donc, ce qui est rassurant. Alors on peut retrouver donc ce type de tracé chez l'adulte, et dans ce cas, on parle d'onde T juvénile, hein, que les anglo-saxons appellent le persistent juvenile pattern. Donc l'onde T juvénile, c'est donc cette variante physiologique de persistance d'onde T négative chez l'adulte en V1, V2, parfois donc même jusqu'en V3. Donc voilà, pour revenir à l'ECG précédent, hein, donc vous trouvez des ondes T négatives dans les précordiales droites V1, V2, hein, donc c'est pas forcément inquiétant, hein, ça peut être du variant physiologique, à interpréter quand même toujours avec un ECG antérieur si possible, et en fonction de la clinique, hein, bien entendu, une douleur thoracique essentiellement. Hein. Et puis la présence du caractère asymétrique doit vous rassurer aussi. Hein. Ici, vous voyez qu'en V1, c'est bien asymétrique. Et puis enfin, l'amplitude. Hein, une onde T, on dit classiquement que c'est pas plus de 2/3 de l'amplitude de l'onde R correspondante. Donc l'onde R, ce serait pour les dérivations V3 à V6, hein, évidemment. Ce qu'on dit aussi, c'est inférieur à 5 mm en dérivation frontale et inférieur à 10 mm en précordiale. Hein, ici en V1, c'est tout à fait inférieur. Voilà, donc pour revenir à notre ischémie sous-épicardique, hein, avec inversion de l'onde T. Ici, vous avez un bel exemple d'onde T inversée profonde, symétrique de V3 à V6. Hein, c'est donc une ischémie sous-épicardique dans le territoire antéro-latéral. Alors, mais là encore, hein, c'est un peu comme tout à l'heure, une onde T inversée ischémique sous-épicardique seule, comme ça, c'est pas le plus fréquent. Hein, dans l'infarctus du myocarde, en fait, après quelques heures, hein, et après la fameuse onde de Pardy, le segment ST va revenir à la ligne de base, et c'est là qu'on va voir une inversion de l'onde T, hein, qui en fait était complètement masquée par le sudécalage ST. Et qui d'ailleurs, cette inversion de l'onde T, atteint souvent sa profondeur maximale vers la 3e semaine post-infarctus, et elle peut demeurer pendant des semaines ou des mois avant de se repolariser, ce qu'elle ne fait pas toujours, hein, d'ailleurs, ça ne se produit que dans la moitié des cas. Et par ailleurs, hein, fait important, vous remarquez l'apparition d'une onde Q de nécrose, en général dès les premiers temps de l'onde de Pardy, ou quand le segment ST est encore largement sudécalé. Donc c'est pour ça, hein, souvent vous entendrez que l'onde Q de nécrose et l'onde T inversée, ce sont des marqueurs d'infarctus ancien. Voilà, donc retenez bien, dans le domaine de l'ischémie, l'onde T positive ample, vous la voyez à la phase aiguë, soit seule vraiment en hyperaigu très précoce, ou soit, ce qui est le plus fréquent, noyée dans l'onde de Pardy, avec le sudécalage ST. Et l'onde T négative ample, inversée, vous la rencontrez pas tant de manière isolée à la phase aiguë,
mais plutôt à la phase séquelaire de l'infarctus, accompagnée de longue Q de nécrose.